Cinézoom, c'est, comment dire, c'est énorme. C'est une émission qui donne la parole aux artistes, c'est pas seulement les comédiens, mais qui donne la parole aux artistes en général. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je dirais juste c'est énorme. Cinézoom. Ciné. Comptoir. Comptoir. Ciné. Ciné. Comptoir. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zoom Ciné, 23e. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Voici la 23e émission en ce 7 février 2024. Une émission hebdomadaire sur Radio Soleil Provençal composée de bandes originales, de bandes annonces, d'interviews de ceux qui font l'actu ou qui l'ont faite. Cette semaine, nous parlerons avec Emmanuel Berco, une interview que nous avions faite, donc c'est la rétrospective, puisque Cinézoom va avoir 35 ans avant la fin du mois. Eh bien, nous avons ressorti cette interview par rapport à un film qui passe à la télévision. Et donc, nous l'avions rencontré pour La Fille de Brest. Et le film qui passe à la télévision, c'est le film intitulé De son vivant. Donc, au sommaire de cette émission, les Zoom Ciné sur les sorties en salle qui ont attiré notre attention cette semaine. Les Zoom Ciné, donc, sur les films télédiffusés sans publicité. Les Zoom Ciné sur les avant-premières et sur les séances spéciales chez nos partenaires et dans les autres salles de cinéma marseillais. Nous vous offrons des places pour les avant-premières de nos ciné-partenaires. Restez bien à l'écoute. Au top départ, il faudra appeler le 06 09 17 41 64 et nous vous offrirons 2 places de cinéma pour l'avant-première qui sera citée de votre choix. La chronique de Théo, l'analyste. Il devient fidèle, lui aussi, pour notre émission, et il nous parlera du film Candyman. Une nouvelle chronique avec Madame Béni, qui nous parlera de l'aventure de Anatomie d'une chute, la Palme d'Or du Festival de Cannes. Commençons tout de suite notre émission avec notre partenaire cinésique.fr qui a choisi un film sorti aujourd'hui dans les salles, comme chaque semaine. Bonjour Benoît. Bonjour à toutes et tous, le coup de cœur musical de Cinésique cette semaine, parmi les films à l'affiche, est un drame polonais de Agnieszka Holland, Green Border. Agnieszka Holland est une réalisatrice de cinéma très respectée d'origine polonaise, dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies et couvre un large éventail de genres et de sujets. Connue pour son engagement envers des thèmes sociaux et politiques complexes. Ses films abordent souvent des questions de liberté, de résistance et de survie face à l'oppression. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut citer Europa Europa en 1990, qui raconte l'histoire vraie d'un jeune juif allemand qui survit à la Seconde Guerre mondiale en se cachant sous une fausse identité. Ce film lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur scénario adapté et a remporté le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Plus récemment, elle a réalisé L'ombre de Staline, qui explore l'histoire vraie d'un journaliste gallois qui a révélé l'horreur de la famine en Ukraine dans les années 30. Pour Green Border, elle s'intéresse au périple éprouvant d'une famille syrienne fuyant la guerre et se retrouvant coincée à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, avec des dizaines d'autres familles prises en otage par une situation qui les dépasse. Frédéric Vercheval, compositeur belge talentueux, aperçu dans ses collaborations avec des réalisateurs tels que Olivier Massé-Depasse pour le thriller hitchcockien Duel ou encore Lucas Belvaux sur Pas son genre. Frédéric Vercheval, donc, pour ce drame à la réalité quasi documentaire, emploie le violoncelle élégiaque qui esquisse un espoir et humanise la situation, tandis que des notes plus inquiètes et tendues souligne une sorte d'immobilisme dans ce contexte figé. Écoutons la musique de Frédéric Vercheval
pour Green Border. Les Zoom Ciné sur les films télédiffusés sur les chaînes où il n'y a pas de publicité, où les films ne sont pas entrecoupés. Ce soir, tout d'abord, sur Arte à 20h55, Poupou Pidou. Et donc ce film a été réalisé en 2011 par Gérald Eustache-Mathieu, avec Jean-Paul Rouve, Sophie Quinton et Guillaume Gouix dans les rôles principaux. Il est parisien, auteur de polars à succès. Elle est l'effigie blonde du fromage local, persuadée qu'elle était dans une autre vie Marilyn Monroe. Quand ils vont se rencontrer, il est en panne d'inspiration et elle déjà morte. Suicide probable. Il n'y croit pas et enquête sur le passé de la jeune femme. Une inspiration pour un nouveau roman pour lui? C'est un film original et bien ficelé. Sophie Quinton n'imite pas Marilyn. Elle est une Marilyn, avec sa propre personnalité. Et en plus, elle est étonnante. La scène où elle souhaite l'anniversaire au président de la région est originale et remarquable. Justement, nous allons écouter l'original chanté par Marilyn Monroe pour le président John Fitzgerald Kennedy. Donc, Happy Birthday for President. Mr. President, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Elle interprète pour les Zoom Ciné Bye Bye Baby, extrait du film Les hommes préfèrent les blondes. And I'll feel my diary and that book by Mr. Gideon. Bye bye, baby. Remember, you're my baby when they give you the eye. And just to show that I care, I will write and declare that I'm on the loose, but I'll stay on the square. I'll be lonely, but
Arte ce soir, à 20h55, Poupoupidou, réalisé en 2011 par Gérald Eustache Mathieu. Les zooms ciné sur les films télédiffusés. Autant en emporte le vent, réalisé en 1939 par Victor Fleming, George Cukor et Sam Wood, d'après l'œuvre de Margaret Mitchell, avec Vivian Leigh, Clark Gable, Leslie Howard et Olivia de Havilland dans les rôles principaux. C'est l'histoire d'amour entre Scarlett O'Hara et Red Butler dans les tourments de la guerre de sécession. Un film fleuve de 4 heures qui n'engendre pas l'ennui. Une grande réalisation à compter parmi les chefs-d'œuvre du cinéma. Une histoire d'amour à rebondissement avec des séquences grandioses remplies de suspense et de moments épiques, ainsi que du romanesque. Un classique à voir et à revoir. La musique est inoubliable et composée par Max Tener. À voir ou à revoir sur Arte, jeudi 8 février à 23h30, les zooms ciné sur les films télédiffusés. Sur Arte, dimanche 11 à 21h, 11 février bien sûr, Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, qu'il réalisa en 2013 avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, comme souvent dans ses films, Jonah Hill, Matthew McConaughey et Jean Dujardin dans les rôles principaux. L'histoire d'un courtier en bourse qui refuse de collaborer avec les autorités dans une vaste affaire de corruption à Wall Street. Le film raconte la spectaculaire ascension et la chute vertigineuse de cet homme au style de vie tumultueux de tous les excès. Fêtes, drogue et alcool. Une histoire vraie que le personnage principal, Jordan Belfort, avait relatée dans un livre autobiographique. La réalisation est d'une grande puissance narrative et la mise en scène virevoltante. On ne voit pas passer les presque 3 heures de film. Un sujet qui nous fait encore mieux comprendre la manipulation des investisseurs boursiers par les courtiers en bourse. Plus simplement et plus divertissant que Wall Street d'Oliver Stone. Cette manipulation, ces transactions et ces protagonistes nous donnent la nausée et n'inspirent pas à la confiance. Tout comme les pratiques des banques suisses qui ne doivent pas être loin de la réalité et de certains banquiers comme le personnage de Dujardin, qui ont dû exister et certains existent peut-être encore. On comprend que les puissants du monde entier puissent y blanchir l'argent, un monde de fous qu'il vaut mieux ne pas tenter d'approcher. Les révélations de l'auteur qui a inspiré le film devaient certainement avoir envie d'oublier ses agissements. Mais le mal était fait, ce qui sert de sonnette d'alarme à Scorsese. L'interprétation de DiCaprio est fabuleuse et grandiose. L'apparition de Matthew McConaughey est hilarante comme celle de Jean Dujardin. Et tous les autres rôles sont remarquables également. La bande musicale du film est entraînante comme toujours chez Scorsese. Bref, un film à ne pas manquer malgré l'immoralité et le politiquement correct bafoué. Attention, quelques scènes de sexe peuvent heurter, mais c'est du rapide. Puisque nous parlions des bandes originales de Martin Scorsese, et bien dans Casino, eh bien, il emploie beaucoup de standards. Donc on peut y entendre notamment les Moody Blues. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Gazing at people, some hand
they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Yes, I love you. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. Tout comme Casino, Le Loup de Wall Street a une bande originale époustouflante. Je vous le rappelle, c'est dimanche 11 février sur Arte à 21h. Un film qui passe aussi le dimanche 11 février à la télévision, sans publicité, sur France 2 à 21h10. Il s'agit du film De son vivant, réalisé par Emmanuel Berco en 2021, avec Benoît Magimel, Catherine Deneuve et Cécile de France dans les rôles principaux. L'histoire touchante et remarquablement racontée et interprétée d'un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d'une mère face à l'inacceptable. Le dévouement d'un médecin, le docteur Sarah, dans son propre rôle, et d'une infirmière pour les accompagner sur l'impossible chemin. Une année 4 saisons pour danser avec la maladie, l'apprivoiser et comprendre ce que cela signifie. Mourir de son vivant. Nous avions rencontré Emmanuel Berco pour La fille de Brest, un film qui parlait du Mediator, souvenez-vous, et c'était donc l'histoire vraie de la protagoniste qui avait dénoncé et qui avait mis les laboratoires devant la justice. Nous écoutons Emmanuel Berco. Nous l'avions rencontré à l'époque de la sortie de ce film, c'était en 2016, elle nous parle de La fille de Brest. Moi je raconte toute l'histoire du point de vue d'Irène Flachot. C'était pour moi, l'intérêt de faire ce film, c'était aussi faire le portrait de cette femme et donc de raconter cette aventure à travers elle et de la façon dont elle l'a vécu et dont elle l'a ressenti. Au départ, le film il est adapté de son livre. Donc elle a écrit un livre, beaucoup de producteurs se sont intéressés à son livre. Elle l'a rencontré, elle a été assez sollicitée, elle a rencontré tout le monde. Finalement, c'est nous qui
qui avons remporté le projet. Et donc oui, bien sûr, elle savait, si vous voulez le film, si vous l'avez vu, la sortie du livre, elle est à peu près à la moitié du film, donc tout ce qui suit la dernière partie du film, c'est des choses qu'elle nous a racontées, qu'elle nous a confiées, ainsi que tous les protagonistes réels de cette histoire. Donc oui, elle a été une partenaire tout au long pendant l'écriture, mais aussi pendant le tournage, parce qu'on a tourné dans le CHU où elle travaille, donc elle traversait les couloirs pendant que nous on était en train de tourner. Je l'appelais parfois pour un conseil technique. Enfin, on s'est beaucoup vu tout au long de la fabrication. C'est quand même elle qui a décidé à qui elle confiait sa vie, enfin une partie de sa vie. Comme il n'y a pas eu beaucoup de choses à inventer, ou même pratiquement rien, je pense, vous allez me le dire, comment vous avez travaillé alors par rapport à ça? Le gros défi, c'était déjà de raconter en 2 heures une histoire extrêmement complexe, technique, scientifique, médicale, qui avait duré plus de 5 ans. Ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi, c'était de rendre ça accessible au grand public. Et donc de simplifier et vulgariser quand même la chose médicale tout en restant totalement crédible. Après, j'étais obligée d'un point de vue des faits scientifiques ou même juridiques d'être totalement fidèle à la réalité, parce que je ne peux pas raconter n'importe quoi, l'affaire n'est même pas encore jugée, donc je devais rester vraiment, je ne pouvais rien raconter qui ne soit pas des faits avérés, vérifiables, etc. Mais malgré tout, moi, il a fallu que je trouve ma place aussi là-dedans, parce que sinon, il suffisait de faire un documentaire. Et la fiction, je l'ai insufflée dans le personnage d'Irène Frachon, que j'ai voilà, rendu un personnage de cinéma, et puis dans sa relation avec le professeur Le Bihan, incarné par Benoît Magimel, là, il y a beaucoup de choses que j'ai inventées, notamment tous les conflits, les tensions, les clashs qu'il y a eu entre eux, n'ont jamais existé, et puis également une très légère ambiguïté amoureuse de la part d'Irène, qui n'est pas du tout non plus inspirée de la réalité. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit par rapport à ça? Non, elle a toujours été... c'est une femme extrêmement intelligente, très ouverte d'esprit, et elle a jamais été... elle ne m'a jamais bridée dans les libertés que je me suis autorisée. On avait décidé de ne pas traiter les fins judiciaires de cette affaire et de s'arrêter. Ce que vous avez vu dans le film, c'est d'ailleurs le moment où Aquilino Morel, quand il lit le rapport de l'IGAS, où l'État reconnaît les dysfonctionnements. Voilà, pour moi, le film il s'arrête là. Et si le procès avait eu lieu, etc., je ne l'aurais pas traité dans le film. Ce n'est pas ça l'objet. Moi, d'après ce qu'on me dit, je ne suis pas du tout une spécialiste de la question, mais les laboratoires Servier ont des avocats extrêmement nombreux et puissants qui arrivent à faire indéfiniment repousser le jugement pénal de cette affaire. Et de toute façon, c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui est complexe, qui peut être aride comme ça sur le papier, et nous on a voulu en faire quand même un film de divertissement et du spectacle, enfin du cinéma quoi. Et ça suppose quand même d'apporter une autre dimension que celle des faits réels, et que chaque personnage existe et que ça devienne des personnages de fiction. C'est une femme extrêmement intelligente, avec une grande honnêteté intellectuelle, et parfois son personnage est un peu exaspérant, mais elle peut l'être aussi dans la vie parce qu'elle a une énergie, elle est en boucle, donc elle peut être épuisante. Et ça, je voulais quand même en rendre compte dans le film. Et d'autre part, je sais pas, quand par exemple Benoît Magimel, elle dit « tu penses que je suis narcissique ?» et que Benoît Magimel, il fait « elle aurait pu me dire « oh non, mais ça, enlève-le ». Moi, jamais. Elle a beaucoup, de toute façon, elle a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Elle a eu tant de mal à se faire entendre, c'est que les gens l'ont pas pris au sérieux parce que déjà elle vient de Brest, que c'est pas une grande universitaire parisienne, et qu'elle venait en espadrille en Syrie avec son comment ça s'appelle, son panier quoi, et tous ces documents complètement désordonnés à l'intérieur. Oui, ça c'est elle. Ce médicament qui atteint les valves du cœur, je voulais que le spectateur puisse aussi le ressentir de façon très physique. Même fermé. Oui, alors ça, je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas regarder, mais bon, ça fait partie du jeu. L'avocat, il peut pas regarder, donc... Voilà, exactement. Et vous n'avez pas l'odeur. Je voulais que ça soit extrêmement réaliste,
Et par ailleurs, il a fallu après trouver effectivement la façon de le faire parce qu'on ne pouvait pas évidemment filmer l'autopsie d'un vrai cadavre. Donc tout ça sont un travail extraordinaire qui a été fait par une équipe d'effets spéciaux qui ont reconstitué entièrement et l'extérieur et l'intérieur du personnage. J'ai vu énormément d'opérations cardiaques, donc je connais bien ça, mais enfin, j'étais pas la seule. Tout ça a été supervisé par des chirurgiens cardiaques pour qu'une fois de plus tout soit absolument crédible. Et c'est un travail qui a pris plus de 2 mois de fabriquer ça. En tout cas, c'est exactement la même opération et les mêmes gestes qui sont faits dans le film Réparer les vivants de Catel qui est et qui, elle, les médecins lui ont dit que justement c'était ça. Oui, mais elle aussi, elle avait énormément de conseillers. On ne peut absolument pas être approximatif dans ce genre de. Non, moi j'ai reconnu les mêmes mouvements, vous voyez, on commence à connaître. Oui, enfin, sauf que elle, c'est des acteurs. Et moi, c'est le vrai chirurgien du CHU de Brest, c'est toute son équipe. Ah, d'accord. C'est-à-dire le vrai anesthésiste, le vrai pompiste, la vraie instrumentiste. C'est toute l'équipe. Ah, c'est super. Ouais. Sur le décor, ils sont. Et l'autopsie, c'est la médecin légiste de l'hôpital. Oui, moi, je pense pas que des acteurs. Enfin, moi, personnellement, je pense pas que des acteurs puissent. Il n'y a que les morts qui sont faux. Exactement. Ils ont pu été fiers aussi, je pense, de raconter l'histoire d'Irène Frachon. Enfin, l'hôpital, le CHU de Brest est très fier aussi de ce que cette équipe a accompli. Et je pense qu'ils étaient tous heureux que le film se tourne aussi dans les vrais lieux. Et de pouvoir participer à l'aventure, je crois que ça a fait plaisir à beaucoup. On essaie de rendre quand même hommage et justice à tous les maillons très importants de cette aventure, parce que c'est vrai que c'est elle qui a mené ça à bout de bras, mais elle a quand même été aidée par des gens assez fantastiques aussi. Vous faites partie de cette chaîne maintenant comme l'éditeur? Comment ça? C'est-à-dire que elle est parmi les gens qui l'aident maintenant à continuer à poursuivre l'aventure. Ah oui. Ouais, mais je sais qu'elle... Enfin, elle dit, Irène Frachon, elle dit que le film, c'est tout ce qui restera de l'affaire du Mediator, et je pense qu'elle dit ça avec un peu de tristesse, quoi. Parce que c'est vrai qu'une affaire chasse l'autre et que les gens, l'opinion publique n'est plus mobilisée maintenant sur cette affaire autant qu'on le devrait, puisque l'affaire n'est pas finie, et qu'elle, au quotidien, elle continue à se battre pour que ça avance. Donc, c'est bien que le film, si les gens ont envie de le voir, et ben peut-être réveille à nouveau les consciences sur cette affaire, et puis mobilise l'opinion publique, et peut-être crée un soubresaut, quoi, quelque chose qui fasse avancer. Elle est toujours pneumologue au CHU de Brest, mais entre ses consultations et ses coups de fil aux victimes qu'elle accompagne vraiment au quotidien, au téléphone, par texto, les avocats, les ministres, enfin voilà, c'est une lanceuse d'alerte maintenant qui est devenue emblématique en France, donc elle continue à jouer son rôle quotidiennement, elle lâchera rien tant que l'histoire ne sera pas... Elle a trouvé d'autres combats, d'autres médicaments Non, elle a assez à faire avec le Mediator. Il y a d'autres personnes maintenant qui s'occupent des autres médicaments. Et d'ailleurs, Catherine Haynes, l'épidémiologiste qui est représentée dans le film, elle est maintenant s'occupe de la dépakine et elle est mobilisée sur d'autres très gros scandales, donc ça continue évidemment, mais Irène Frachon, elle a déjà énormément à faire avec le Mediator encore aujourd'hui, 10 ans après. Est-ce que ce film, vous aimeriez que les médecins le voient en masse, les laboratoires pharmaceutiques, parce que ne serait-ce que pour un petit peu rétablir le serment d'Hippocrate qu'ils font au départ, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je pense que ceux qui sont corrompus, non, voilà, ils savent très bien ce qu'ils font. Le film ne va pas fondamentalement. Non, mais est-ce que le fait qu'il y en ait qui s'engagent justement dans des combats comme ça, ça donne envie à ceux qui sont dans le... C'est ce qu'on sous-entend un petit peu avec le personnage joué par Benoît Magimel, parce qu'il reste en retrait après un certain moment. Il est tiraillé. Voilà, il est tiraillé et on, oui. et on mais sent ceci que... dit, vous avez raison, parce que je ne veux pas citer des noms, mais dans les opposants les plus brutaux qu'a eu Irène Frachon, il y en a qui ont fait, comme on dit, une introspection et se
se sont rachetés, quoi, et dont elle est devenue proche. Des gens qui ont été ses plus vifs opposants. Une prise de conscience, quand même. Qui ont eu une prise de conscience. Donc, c'est pas effectivement. Enfin, pas à cause du film, hein, ça s'est passé avant. Oui, non, mais par rapport à. Mais c'est vrai que, oui, c'est effectivement, ça peut créer des. Mais moi, c'est surtout. Enfin, le monde médical, le monde des laboratoires, je pense qu'ils auront la curiosité d'aller voir le film, c'est évident. Parce qu'on est toujours, enfin moi je l'ai vu avec la tête haute, tout le monde judiciaire est venu voir le film. Mais par ailleurs, moi c'est surtout le grand public que j'aimerais toucher, dans le sens où quand les gens sortent du film et me disent ça donne envie de s'engager, je trouve que c'est ce qui me fait le plus plaisir en fait. Donc encore aujourd'hui, si elle vous parle des victimes, elle va pleurer. Mais elle peut éclater de rire une minute après en se moquant d'elle-même dans une situation. Et donc dans son livre, on ressent ça pas autant que quand on la rencontre, mais on ressent ça, que c'est quelqu'un qui vit les choses émotionnellement. C'est pas du tout quelqu'un, justement, c'est ça qui est drôle. C'est pas du tout la personne froide, scientifique, rigoureuse, que laisse supposer ce qu'elle a accompli. Qui a une empathie très profonde pour les victimes. Et ça a été, je pense pas, je suis sûre, son seul moteur du début à la fin. Et est-ce que vous avez des films références sur cette thématique ou sur ces combats qui sont menés? Bah, il y en a plein. Hein. Mais pour vous, personnellement? Pour moi, la référence absolue, c'est Erin Brockovich, parce que c'est pareil, une femme seule contre tous, aidée par un homme. Dans le cas de Erin Brockovich, c'est l'avocat, là, c'est le chercheur. Et puis... évidemment un personnage extrêmement différent, parce qu'Erin Brockovich, elle a pour elle sa beauté incroyable et son côté solaire, mais Irène Frachon, elle a aussi ce tempérament extrêmement vivant, extrêmement fantaisiste, qui en fait aussi un personnage avec beaucoup de relief, quoi. Pour moi, c'est le point commun entre les deux films, et beaucoup d'empathie envers les victimes aussi. J'ai interrogé le cardiologue qui est représenté dans le film, qui s'appelle Jobic, qui est au début du film, là, qui a été aussi un maillon essentiel. Je demandais si c'était un bon médecin, Irène Frachon. Et il m'a dit, c'est pas une scientifique pure et dure, mais elle a quelque chose que très peu de gens ont. Elle a du flair, elle a de l'instinct, et il m'a dit, elle fait des excellents diagnostics. Et elle a été paranoïaque. Donc moi, c'est ce que j'essaie de raconter, mais je m'en tiens à son point de vue. Oui, puis en même temps, ce ton du thriller que vous donnez, là, justement, c'est ça qui fait que, en même temps, on est pris par l'affaire qu'on connaît tous, plus ou moins. Oui, oui. Donc là, on a des éléments supplémentaires. Et après, par la narration, on est dans un film policier, quoi. Oui, c'est ça. Parce que elle a toujours dit, c'est pour ça que j'ai voulu traiter le film comme ça, qu'elle avait l'impression d'être dans un thriller. Qu'elle était dans un film, et que chaque fois ce qui lui arrivait, la réalité dépassait la fiction. Elle s'est dit, c'est pas possible, je suis dans un film, il y a des caméras quelque part, c'est pas possible. Et donc je me suis dit, bah aussi, elle a ressenti les choses comme ça, c'est comme ça qu'il faut raconter ce qu'elle a vécu. Est-ce que pour vous, ça peut être un film citoyen? Ah bah pour moi, c'est un film citoyen. Oui, bien sûr. Ouais. Politique. Oui, à titre personnel, de toute façon, si je ne peux pas raconter une histoire comme ça et consacrer autant de temps de ma vie à la raconter, si je ne porte pas complètement la cause d'Irène Frachon en moi. Donc c'est un acte citoyen de raconter cette histoire, et ce sera un acte citoyen pour les gens qui viendront le voir aussi. Et est-ce que, justement, vous pensez que depuis cette mort sur ordonnance, justement, le cinéma français ne s'est pas assez intéressé à tout ce qui est médical, tous les... Bah, c'est pas trop notre truc, faut dire. Hein. Si, il y a eu quelques films médicaux, là, récemment, qui sont très bien, d'ailleurs, mais plus de l'ordre de la chronique, Médecin de campagne, Hippocrate, mais plus de l'ordre de la chronique. De toute façon, le film de genre, en France, n'a pas vraiment un espace d'expression énorme, hein, ça... Je ne sais pas de qui ça vient, si ça vient des créateurs ou des financiers, mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour ce type de film. Là, ça peut redonner envie, justement. Mais absolument. Enfin, si, il y a eu un peu l'affaire Kerviel. Là, oui. Ah oui. Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup. Bah, là, de toute façon, là, il y a beaucoup de films là, qui sortent sur les lanceurs d'alerte. Snowden, là, il y a quand même. Oui, voilà, c'est la bonne. Il y a quand même un phénomène autour de souffle.
de films de thriller, ouais, qui soient médicaux, financiers, et qui, je crois, intéressent les gens parce que les lanceurs d'alerte sont des gens extrêmement précieux aujourd'hui et qu'il faut protéger. Donc, parce que c'est vrai que c'est important. Parce que ce qui est important, c'est de les protéger. Oui. Ce qui est important, c'est de ne pas être amené à leur dire merci beaucoup pour ce que vous avez fait, vous rendez grand service à l'intérêt général, mais vous n'avez pas le droit de le faire, donc paf, vous êtes condamné. Oui, voilà, c'est ça qu'il faudrait que ça change. Je pense pas que ça arrêtera les lanceurs d'alerte parce que ces gens sont tellement déterminés que c'est pas le fait de risquer une condamnation qui les arrêtera. Mais je pense que pour encourager justement les lanceurs d'autres lanceurs d'alerte, il faut qu'on les protège, oui. Ruscia la luna in cielo e io ruscio d'amori. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia, dolorata, non si dà pace, ma chi me l'ha notata? Lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, si do non torna. Brucia la terra mia, brucia lume cori, ti si di acqua ida e io si ti d'amori. A quella canto la mia canzone, se non c'è nudo che si affaccia all'uercone. Ruscia la luna in cielo e io ruscio d'amori. Fuoco che si consuma come cori. A quella canto la mia canzone, non c'è nudo che si affaccia. Une nouvelle rubrique avec Théo qui nous a choisi un film et ce sera notre analyste dans l'émission. Bonjour à tous les auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'abeilles et de légendes urbaines. Je voulais vous parler de Candyman. Pour commencer, voilà un résumé de l'histoire. Le film se déroule à Chicago. Helen Lyle, jeune étudiante, découvre la terrifiante histoire du Candyman, un effroyable tueur fantomatique qui apparaît chaque fois que l'on prononce son nom 5 fois devant un miroir. Voulant rédiger une thèse sur les légendes urbaines et se découvrant un intérêt pour cette entité, son enquête l'amènera tout droit dans le ghetto de Cabrini Green, où le Candyman résonne comme une présence inquiétante qui entretient la frayeur parmi ses habitants. Semant le doute quant à son existence, Helen Lyle ira de découvertes glaçantes en secrets troublants. La légende deviendra-t-elle réalité? Réalisée par Bernard Rose, à qui l'on doit également Ludwig van Bee avec Gary Oldman, et adaptée d'une nouvelle écrite par Clive Barker, Candyman sort en 1992 et devient très vite un classique de l'horreur. Le film est une métaphore des difficultés d'intégration de la minorité afro-américaine, élément qui lui a permis de s'offrir un véritable succès critique et commercial à sa sortie. Tout en étant un classique de l'horreur, il serait dommage de le réduire à cela. Le film déploie sa narration tel un conte baroque, une fable fantastique, portée par la merveilleuse bande originale composée par Philip Glass, connu également pour les musiques de Kundum de Martin Scorsese et de Truman Show de Peter Weir, pour laquelle il recevra un Golden Globe. Le thème original apporte une touche fascinante mais toutefois inquiétante, ce qui convient totalement à l'image que le public s'est faite du Candyman et de son histoire. Même si cela n'empêchera pas son compositeur d'avouer qu'il n'a jamais vraiment apprécié la musique qu'il avait écrite pour ce film. Mais ce qui fait que ce long métrage est une œuvre magistrale provient surtout des deux protagonistes et de leur ressemblance quant à leur combat et leur place dans la société.
Le Candyman, brillamment interprété par Tony Todd, était peintre au XIXe siècle et il était le fils d'un esclave affranchi. Ayant eu une relation avec une jeune femme blanche, il fut torturé par des esclavagistes et assassiné à l'aide d'abeilles qui l'ont piqué à mort. Il revient d'entre les morts tel un fantôme, ou plutôt comme un boogeyman, une sorte de croque-mitaine, sur les lieux de son assassinat, où se situe maintenant le fameux ghetto de Cabrini Green, afin de faire planer sur ses habitants une crainte aveugle. Il sera utilisé comme la raison des disparitions ou des meurtres qui sont commis dans le quartier. Helen Lyle est quant à elle une jeune étudiante, mariée à un professeur d'université. Vivant ainsi dans un cadre privilégié, elle et son amie Bernadette rédigent une thèse sur les légendes urbaines et doivent affronter le racisme et le sexisme de leur milieu. D'abord pleine de suffisance et de condescendance face aux croyances des habitants du ghetto à propos du Candyman, voulant prouver à ses collègues que même si elle est une femme, elle peut être déterminée et courageuse, elle se trouvera confrontée à une force qu'elle ne pourra pas maîtriser. Hélène et le Candyman étaient faits pour se rencontrer, déterminés à vivre libérés de la bêtise et de l'intolérance pour en finir avec la façon dont une société, soi-disant dominante, traite une minorité de par son origine et son folklore. Candyman tend un miroir face aux États-Unis et leurs défauts, et ce miroir est tendu par le bras de Bernard Rose, un réalisateur britannique, qui signe ici une fable engagée, pleine de tolérance, féministe et antiraciste, qui mérite qu'on y jette un nouveau coup d'œil, car 30 ans après, il n'a toujours pas pris une ride. La photographie est toujours aussi excellente. Le film est riche d'images qui sont restées cultes et qui s'inscrivent facilement dans la rétine et la mémoire du spectateur. Comme cette scène absolument folle où le Candyman entr'ouvre son immense manteau et dévoile son corps recouvert d'abeilles. Scène renforcée par le plan où l'acteur en a même dans sa bouche. Dans le making-of, nous apprenons que Tony Todd devait porter une protection à l'intérieur de sa bouche afin de ne pas avaler les abeilles. Ce qui fera la force de la scène, tant l'acteur a su se donner pour nous offrir les meilleurs frissons. Quelques suites sont parues, notamment la plus connue, celle de 2021, réalisée par Nia DaCosta et scénarisée par Jordan Peele, à qui l'on doit Get Out et Nope dernièrement. Cette suite voit évoluer un peintre contemporain souhaitant s'inspirer de la légende du Candyman pour une future exposition. Une suite qui bénéficiera d'un accueil bien plus mitigé que son film d'origine. Encore aujourd'hui, il s'agit d'un classique indétrônable, et tant son message est malheureusement toujours d'actualité et résonne encore aujourd'hui. J'espère que ce film vous plaira. Personnellement, il s'agit de mon film d'horreur préféré. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. C'est tout pour moi. Méfiez-vous des miroirs. Et comme dirait Tarantino, viva le cinéma! Nous recevons dans cette émission quelqu'un qui va nous faire une rubrique. On va avoir la surprise. Alors c'est un professeur. Vous voyez, elle a l'allure d'un professeur, mais c'est une humoriste. Elle va nous expliquer ce qu'elle fait justement. Oui, donc je suis stand-upeuse, je fais des sketchs avec d'autres humoristes sur des plateaux de stand-up à Marseille et à Paris. J'ai pris des cours pour ça, l'humour c'est très sérieux, ça s'apprend. Et grâce à Gérard, on va lancer une rubrique, une chronique humoristique. Alors je me mets pas trop de pression pour vous faire rire, mais le but étant de traiter de l'actualité cinématographique avec un axe un petit peu féminin et humoristique. Alors, votre nom, le mon nom de scène c'est Madame Béni, voilà. Vous pouvez me trouver sur Instagram, les réseaux, etc. Vous êtes tel que ou vous grimez sur scène? J'aime bien porter des vêtements très féminins. Ah, voilà. Ouais, je suis très Vous vieillissez pas? Non, 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 mais dans la vie de tous les jours, je suis très relax. Voilà, on dirait une demoiselle. Très relax. Voilà. Et c'est vrai que sur scène, ouais, ça me permet de mettre de la distance avec mon personnage. Madame Béni, qui a choisi quand même de nous parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire du film Anatomie d'une chute. Ah ben ça tombe bien, il est toujours à l'affiche. Oui. Donc c'est la Palme d'Or du Festival de Cannes. Oui. Et donc c'est un film en plus qui vient d'être sélectionné aux Oscars dans 4 ou 5 catégories. 5, exactement. Donc voilà, 5 exactement. Voilà. Moi j'ai toujours un petit problème avec les chiffres, donc comme ça, madame le professeur, vous me remettrez en place pour les chiffres. Voilà. Donc voilà, on lance la chose et on laisse Madame Béni. Donc, Anatomie d'une chute, Palme d'Or en 2023 au Festival de Cannes, est le 4e long métrage de Justine Triet, donc réalisatrice française, qui selon Wikipédia fait partie d'une toute nouvelle génération de réalisatrices
apparu et reconnu dans une époque post-MeToo. Souvenez-vous donc lors de son discours à Cannes, vous avez sûrement entendu parler de cette petite polémique. Elle avait partagé son inquiétude au sujet de, je cite, la marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend et qui est en train de casser cette exception culturelle française, sans laquelle elle ne serait pas là aujourd'hui devant nous. Elle fait ensuite allusion à la réforme des retraites à laquelle elle s'était fermement opposée. Donc c'est vrai qu'elle est très engagée, militante, Justine Triet, et ça avait fait un petit peu de polémique, notamment auprès de la ministre de la Culture de l'époque, qui avait trouvé ça un petit peu ingrat et injuste, puisqu'elle avait bénéficié d'aide publique pour monter son film, le financement du film Anatomie d'une chute. Donc ça c'est un petit peu le contexte quand le film est sorti, et il se trouve que par la suite le film a eu un vif succès auprès du public et de la critique, et ensuite le CNC n'avait pas choisi ce film pour la représentation de la France auprès des concours et des festivals étrangers, notamment les Oscars. Et on a appris, suite à ça, il y a quand même eu 2 sélections et le film a remporté 2 Golden Globes. Et là, le 23 janvier, on a appris que le film a été nominé dans 5 catégories aux Oscars. Donc meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice et meilleur scénario original et meilleur montage. Et grâce à ça, elle marque l'histoire du cinéma en devenant la première réalisatrice française nommée à l'Oscar de la meilleure réalisation, ce qui n'est pas rien. Et là, vous vous demandez sans doute comme moi pourquoi on arrive toujours à se rendre un peu ridicule à l'international, à se mettre des bâtons dans les roues, un peu à la façon d'Astérix et Obélix. Et j'ai une histoire qui illustre parfaitement ce paradoxe, et c'est là qu'on va commencer à rigoler, parce que je sais que c'est un petit peu... J'allais me le dire. Eh oui, c'est un peu long le contexte. J'ai pris un axe un peu politique. Idriss Aberkan, lors d'une conférence en 2019, a raconté ça. Donc en guise d'introduction, il évoque le président Wilson qui dit « Si vous voulez faire un maximum d'ennemis, il vous suffit de faire quelque chose de nouveau. » Et c'est là la blague du gars qui veut acheter des escargots pour son dîner. Il se rend chez le marchand d'escargots qui a 2 bassines. L'une avec un couvercle, l'autre est ouverte. Et le gars interroge le marchand et lui dit « Mais pourquoi lui il a un couvercle et pas l'autre ?» Et il lui répond que celle qui a un couvercle contient des escargots anglais qui essaient en permanence de s'échapper, et l'autre contient des escargots français qui n'ont pas besoin d'un couvercle, parce que dès qu'il y en a l'un d'entre eux qui veut s'échapper, les autres lui sautent dessus pour le ramener au fond. Voilà, c'est une belle métaphore de l'état d'esprit un petit peu franchouillard qu'on a, mais malgré tout on arrive à faire des choses nouvelles, et je suis très contente pour Justine Triet et toute l'équipe du film, parce que c'est une belle réussite à la française. Et pour vous résumer simplement, moi j'aime bien utiliser l'expression « nul n'est prophète en son pays », et je vous donne rendez-vous le 10 mars pour suivre la cérémonie des Oscars évidemment. Alors Madame Bénet, bienvenue en tout cas dans cette émission, vous venez quand vous voulez. Alors quelle est la fréquence que vous voulez, pour laquelle vous voulez donner rendez-vous aux auditeurs? Eh bien, 1 fois par semaine, comme ça va me permettre de travailler un petit peu l'écriture et la pratique, parce que la chronique c'est quelque chose de tout nouveau pour moi, et le cinéma j'adore, c'est ma passion, donc j'ai fait des études, et puis on a fait une belle rencontre, donc l'idée c'est vraiment merci d'ailleurs de me donner l'opportunité d'avoir cette tribune, cette chronique, pour pouvoir pratiquer tout ce qu'on aime. Merci beaucoup, et puis à la semaine prochaine pour une autre histoire de cinéma, une bonne petite blague sur le monde et le milieu du cinéma. C'est ça. Merci Bénédicte. Merci. Les Zooms Ciné sur les films sortis en salle de cinéma cette semaine. Aujourd'hui donc, 7 février, sort Dali. Donc il y a 6 A dans ce mot. Donc Dali, c'était le célèbre peintre, le nouveau film de Quentin Dupieux avec Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch, Édouard Baird, Alain Chabat, Romain Duris, Pio Marmaille et Pierre Ninet. Tout le monde veut tourner avec lui, un casting impressionnant. Une journaliste française rencontre Salvatore Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Les Zooms Ciné sur les films sortis cette semaine. La Bête, le nouveau film de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux dans le rôle principal. Cela se passe dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle. Les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s'en débarrasser, une jeune femme doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Elle y retrouve son grand amour, mais une peur l'envahit, le pressentiment qu'une catastrophe se prépare.
Et enfin, le dernier film qui a attiré notre attention, qui est sur les écrans à partir de ce mercredi 7 février, il s'agit de Green Border. La réalisatrice du Complot, avec Christophe Lambert en 1988, de Europa en 1990, du Jardin secret en 1993 et plus récemment de L'ombre de Staline en 2019 et du procès de l'herboriste en 2020, eh bien Agnieszka Holland nous livre un film polonais en coproduction avec la France, la Tchécoslovaquie et la Belgique. Les Zoom Ciné sur les avant-premières et les séances spéciales des salles marseillaises. Commençons tout d'abord par nos salles partenaires, avec l'Artplex, un événement, le Nouvel An chinois, samedi 10 février, avant-première du film Le Royaume des Abysses à 19h30 en version originale sous-titrée, suivi à 21h de Creation of the Gods, projection unique également en version originale sous-titrée. Tout ce que j'annonce comme avant-première au cinéma Artplex, eh bien vous pouvez téléphoner dès maintenant au 06 09 17 41 64 et vous choisissez l'avant-première de votre choix. Et vous aurez 2 places qui vous seront offertes par Cinézoom, par le cinéma Artplex et bien sûr par Radio Soleil Provençal que vous écoutez et les réseaux sociaux de Cinézoom, YouTube, Twitter, LinkedIn et Facebook. Continuons toujours au cinéma Artplex. Le mardi 13 février, une avant-première exceptionnelle à 20h. La Promesse verte en présence d'Alexandra Lamy et du réalisateur Édouard Bergeon. Également 2 places pour ce film-là à vous offrir. À l'Artplex, le mardi 13 février. Faisons tout ça dans l'ordre. Et bien là, ce n'est pas une avant-première, mais c'est un plan culte. Le plan culte de la semaine, en version originale sous-titrée, mardi 13 février à 19h30, c'est Le Convoi de la peur, réalisé en 1978 par William Friedkin avec Roy Scheider, Bruno Kremer et Francisco Rabal. Le transport d'un chargement de nitroglycérine, donc c'est explosif, c'est le cas de le dire. Artplex toujours, une avant-première avec des places que l'on vous offre. En version originale sous-titrée, le titre c'est Une vie, lundi 19 février à 19h30. Qui sauve une vie, sauve l'humanité. Un film qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale avec Anthony Hopkins, Johnny Flynn et Helena Bonham Carter dans les rôles principaux. Composez le 06 09 17 41 64 si vous êtes intéressé par ce film. À l'Artplex toujours, un marathon. Le marathon pour la sortie du nouveau Dune, la deuxième partie, en version originale sous-titrée, donc c'est un marathon de 2 films pour 18 €. À 18h, il y a Dune, qui a été réalisé en 2021 par Denis Villeneuve. Les 2 films, donc c'est pour 18 €, et ensuite vous assisterez à l'avant-première du film Dune, deuxième partie, à 20h. Par contre, nous offrons des places pour l'avant-première de Dune, deuxième partie seulement, si vous ne venez qu'à 20h. 06 09 17 41 64, toujours ce numéro. Le marathon est identique au cinéma Chambord, mais en version française, le même jour à 17h30, démarrage du film. Le cinéma Prado aussi, donc des avant-premières, c'est aussi un cinéma partenaire de Cinézoom. Avant-première samedi 10 février à 20h15, Maison de retraite 2, en présence de Kev Adams et d'une partie de l'équipe du film. C'est complet, plus de place à la vente, mais puisque vous écoutez notre émission, vous pouvez composer le 06 09 17 41 64. Il nous reste 4 places à vous offrir en nous téléphonant. 06 09 17 41 64, je vous le rappelle. Vous êtes chanceux, puisque si vous téléphonez au cinéma ou si vous allez réserver, eh bien c'est complet. Avant-première, toujours au cinéma Le Prado. Bob Marley, One Love, en version française, mardi 13 février à 20h. Biopic sur la légende de la musique jamaïcaine Bob Marley, qui a véhiculé un message d'amour et d'unité. Enfin, au cinéma Prado, il y a également le film Dune, première partie, qui ressort,
du 7 au 13 février en version française dans ce cinéma-là, le jeudi et le samedi de la semaine du 7 au 13 février. Enfin, un événement encore au cinéma Le Prado, tarif unique à 7 €. Là, c'est pour tout le monde pareil. Le jeudi 22 février à 20 h, en présence du réalisateur Marc Caro. Souvenez-vous, Délicatessen, un film qui avait été réalisé en 1991 par Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Et donc le film là est restauré en 4K. Ce film, souvenez-vous, il avait Dominique Pinon, Karine Viard, Tiki Olgado, Jean-Claude Dreyfus et Rufus dans les rôles principaux. L'émission s'achève. Merci de nous avoir écoutés. Et puis les places de cinéma à gagner, donc rappelez-vous, vous composez le 06 09 17 41 64, j'attends encore 15 minutes et vous me donnez le titre de votre choix, 2 places de cinéma offertes par Cinézoom, Radio Soleil Provençal et les partenaires Artplex et Le Prado de Cinézoom. Merci, au revoir à toutes, bonne semaine cinématographique, à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Cinézoom, c'est, comment dire, c'est énorme. C'est une émission qui donne la parole aux artistes, c'est pas seulement les comédiens, mais qui donne la parole aux artistes en général. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je dirais juste c'est énorme, Cinézoom. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.